Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, le saviez-vous que l'ignorance est la pire des souffrances? Le savoir et les connaissances vous libèrent. Explication. Je vous informe que pour être en vie, en bonne santé et de bien vieillir, la première médecine individuelle et ou d'une population donnée dans un écosystème qui soit rural ou urbain, il suffit de se battre pour une bonne alimentation. Tout ce que vous mettez dans la bouche, comme l'eau, boisson, nourriture, peuvent devenir des poisons. Donc, il faut se battre pour que ce que vous mettez dans la bouche soit au moins sain, que ce soit l'eau ou la boisson, la nourriture. Et ce n'est pas tout. C'est aussi l'environnement. Et celui-ci doit être l'un des combats existentiels pour chacun, quel que soit son rang et ou statut social. L'enjeu est vital. Et pourquoi? Vous le constaterez que partout dans le monde, là où les gens vivent longtemps et en bonne santé, c'est là où ils tiennent compte de tout ce qu'ils mettent dans la bouche et tout ce qui est de l'environnement. Et donc ça doit être un état d'esprit existentiel de votre vécu. On doit se battre là. Si vous renoncez, ah ouais, vous voyez comment les gens meurent comme des cafards, des mouches et tout compagnie. C'est le tiers-monde, le quart-monde. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est pour cela que vous devez vous battre pour que d'un côté, le manque d'hygiène ou des règles d'hygiène ne soit pas la règle. Non. Vous devez vous battre contre le manque des règles d'hygiène, l'insalubrité de l'eau, la conservation des aliments, les normes d'hygiène alimentaire, la médication, les faux médicaments et tout, l'assainissement ou canalisation des égouts, ce qu'on appelle la voirie, le traitement des déchets ménagers et assimilés, on appelle la propriété. Et n'oublions pas tout ce qui est des nuisances, qu'elles soient sonores, olfatives, visuelles, etc. Bref, contre l'environnement rural et ou urbain hostile à la santé et à l'espérance de vie. Vous devez vous battre là, c'est un état d'esprit. D'autre part, vous devez vous battre, ou vous devez, vous, population, contribuable, usagers, etc., vous devez vous battre et ou exercer des pressions citoyennes envers ceux et ou celles qui sont en charge des politiques publiques, quel que soit le régime, qu'il soit de fait et ou de droit, dont les enjeux sont le but de la condition humaine, sociale et existentielle, c'est-à-dire pour l'amélioration de votre environnement, c'est-à-dire de là, il faut, là, c'est là où il fait bon vivre, étudier, travailler et visiter. Vous devez avoir ça à l'expliquer dans votre pays, quelle que soit la ville. Ça doit être un environnement où il fait bon vivre, étudier, travailler et visiter. Je vous informe par ailleurs que l'insalubrité d'une ville, et pire encore, d'une capitale, quel qu'il soit, politique, économique, culturel, etc.,
est un indicateur mesurant plusieurs facteurs. Quand vous arrivez dans un pays, les villes sont des indicateurs. Et donc, je l'ai sélectionné pour vous plusieurs indicateurs. Combien? Il doit y avoir 3 indicateurs que j'ai sélectionnés. Il y en a plusieurs indicateurs. Mais ceux-là vont être très capitaux pour comprendre comment, voilà, quand vous arrivez dans un pays, vous voyez que c'est pas bon ça. Ce sont des indicateurs. Et nous allons commencer par le premier indicateur. Le premier indicateur mesure les niveaux de civilisation des élites d'une nation et ou société donnée. Donc, dès que vous arrivez dans un pays, vous voyez comment sont organisés voilà, l'écosystème urbain, l'aménagement du territoire et tout compagnie. Donc, ça, c'est un indicateur. Donc, ça mesure déjà les niveaux de ces élites-là, au niveau de l'intérêt général, au niveau éducation, patriotisme, intelligence, état d'esprit, tout ça, ça mesure ça. Ok? Atterrissez au Japon, en Chine, en Norvège, en Suisse, etc. Vous voyez, oh, vous arrivez dans un... Oh, tout est nickel ici, tout est propre. Ah, tout est bien ici, tout est beau, c'est beau, c'est beau, c'est ça. Ça mesure les niveaux de civilisation des élites d'une nation et ou société donnée. Par exemple, l'insalubrité des villes congolaises sous la dictature France-Afrique de Denis Sassou Nguesso, isolé aux abois et au crépuscule, est à l'image du Moyen-Âge européen datant de la fin de l'Antiquité. Essayez un peu de faire des datations pour vous situer un peu tout ce qui s'est passé. Si on parle, la création de la Terre date de 4,6 milliards d'années, puis arriver la création de la vie, il y a 3,8 milliards d'années. Ok? Bon. Et l'apparition des premiers êtres et tout ce qui s'est passé, on parle de l'ère précambrien, on arrive à l'ère tertiaire, l'ère de précambrien, on arrive à l'ère primaire, secondaire, tertiaire, le quaternel, puis arriver des premières civilisations. Là, on fonde le village, hein, on prend un point d'eau, et là, il y a la terre, il y a tout autour. Donc, on est passé du paléolithique au néolithique. Au néolithique, c'est là où on a commencé à voir les premiers villages, les premières tribus, les premiers propres points, les premières guerres et tout ça. Voilà. On en parle de la civilisation chinoise. On en parle de l'égyptologie. 600 ans avant Jésus-Christ, à peu près. On parle d'empire romain, empire grec. 300 ans avant Jésus-Christ. Après arrivé Jésus-Christ. Et puis l'empire romain. Du 1er siècle après Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle. Après arrive l'Antiquité. Du 1er siècle au 9e siècle à peu près, c'est l'Antiquité. Hein. Et puis arrive le Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, c'est du 9e siècle au 13e ou 14e siècle. Après, la Renaissance. La Renaissance, 14e jusqu'au 17e siècle. Et puis, le siècle de lumière, le 18e siècle. Nous avions eu le 19e, le 20e. Nous sommes à l'ère contemporaine au 21e siècle. Je répète, 4,8 milliards d'années, la création de la Terre. Puis arrivé la première création de la vie, il y a 3 création, la naissance de la vie, il y a 3,8 milliards d'années. Puis arrivé l'apparition des premiers êtres. On parle du précambrien, de l'ère primaire, de l'ère secondaire, de l'ère tertiaire, du quaternaire, puis la première civilisation, le paléolithique, les néolithiques, l'égyptologie, l'empire grec, Jésus-Christ,
l'Empire romain, et puis l'Antiquité, le Moyen-Âge, 9e, 13e, au 9e, au 13e, au 14e siècle, puis la suite, la Renaissance, le siècle de lumière, 19e siècle, 20e siècle, nous sommes au 21e siècle. Donc, je vous rappelle que l'insalubrité des villes, et, oui, des villes congolaises sous la dictature de Sassou Nguesso est à l'image du Moyen-Âge européen datant de la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire du 9e siècle, et puis au début de la Renaissance, qui doit être au 14e siècle. Et parmi les caractéristiques sombres du Moyen-Âge européen, il y en a plusieurs caractéristiques. Hein. Bon, j'en ai sélectionné pour vous au moins 4 qui nous concernent, qui prouvent que le Congo-Brazzaville est encore au Moyen-Âge. Donc, nous utilisons certes le portable, nous prenons l'avion, nous avions tout ce qu'il a, mais est-ce que dans la tête, nous sommes au 21e siècle? C'est tous les questionnements. C'est pas parce que tu sors du village et que tu dis, bon, on t'a fait habiller, tout ça, tu vas en Europe, et tu vois, tu es déjà occidentalisé ou civilisé. Non, c'est pas ça. C'est un processus. Donc tu ne peux pas rentrer comme ça, voilà. Comme c'est celui-là qui est venu des pays africains. Bon, le monsieur avait fait une erreur. Bon, il a laissé là à la maison pour faire là, à manger. Bon, il a brûlé la maison puisqu'il ne sait pas utiliser les gaz. Il ne sait pas les appareils et tout ça. Donc, il faut une formation au niveau de la maison. Tu ne peux pas y aller. Ah non, touche pas comme ça. Donc, vous voyez déjà ça. Et donc, nous allons parler des caractéristiques sombres du Moyen-Âge européen qui sont aujourd'hui appliquées au Congo. Et que je dis que le Congo-Brazzaville, sous la dictature de Sassou Nguesso, est encore au Moyen-Âge. Et donc, parmi les caractéristiques sombres du Moyen-Âge figurait déjà l'Inquisition. C'était le curé qui dirigeait les États ici au Moyen-Âge. C'était le pape. En France, ici, c'était le pape qui dirigeait la France, même s'il y avait des rois. Et donc, on parle de l'Inquisition. L'Inquisition, c'est que le curé avait, voilà, il appliquait la sentence du curé, donc il allait chercher les gens pour les... Voilà. C'est là où est né le premier mot bourreau. Le bourreau, c'est au Moyen-Âge. Quand on parle de bourreau, le premier mot clé là, bourreau, naît au Moyen-Âge. On était bourreau de père en fils. Bourreau de père en fils, même de père en fille. On savait que, bon, les bourreaux passent là pour aller appliquer la sentence. Donc, il s'est enrichi, hein. Le bourreau était sur mon bourreau. Vous savez, là, on ne vivait pas avec les gens. Il était dans son petit village, au bout du village, et tout compagnie. À chaque fois qu'il mettait la tenue de bourreau, et il allait appliquer la sentence, c'est-à-dire la peine de mort. Donc, on ne peut parler de Moyen-Âge sans parler du mot bourreau. D'ailleurs, Jean-Paul Sartre disait, je hais les victimes qui respectent leurs bourreaux. Et chez nous, au Congo, Brazzaville, sous la dictature de Sassou Nguesso, nous avions plusieurs bourreaux. Par exemple, au Kongakala, c'est un bourreau. Qui sont au Kemba, c'est un bourreau. Tous les juges de Sassou Nguesso là sont des bourreaux. Jean-François Dengue est un bourreau. Jean-Louis Okemba est un bourreau. Ils ont appliqué la sentence contre le colonel Marcel Tsuru. On a vu ce qui s'aboutit. On a vu appliquer la sentence contre Mokoko, André Okomi-Salsa, les problèmes à Kaya, plein de gens. Donc nous sommes encore au Moyen-Âge, c'est de l'Inquisition. On ne fait pas de la justice, on fait de l'Inquisition. Il n'y a pas de preuve. On prend comme ça, on fout en prison. Donc ça, ce sont des caractéristiques du Moyen-Âge. Or, on ne peut juger quelqu'un sans avoir des preuves. On peut... Non, non, c'est pas ça. Et donc, l'Inquisition est au Congo, sous la dictature de Sassou Nguesso. Et donc, Sassou Nguesso se comporte comme les clergés et qui envoient la mort aux uns aux autres. C'est exactement comme au Moyen-Âge. Et quand on parle du Moyen-Âge ici en Europe, les gens, ça craint, hein, ça craint le Moyen-Âge. La deuxième caractéristique du Moyen-Âge, ce fut la sorcellerie. Ben oui, la sorcellerie.
Nous, on dit, oh oui, non, sorcier. Oui, c'est que nous faisons en Afrique, là, la sorcellerie. Par exemple, les rituels sataniques, les, les empoisonnements, tous ces choses-là, c'est de la sorcellerie. Sassou fait de la sorcellerie. D'ailleurs, chez lui, il croit qu'au fétiche, la superstition est poussée à l'extrême. Il croit dominer les uns et les autres, en donnant la mort aux uns aux autres, en empoisonnant l'eau pour l'eau empoisonnée. Ou imaginez-vous que Jean de Mokemba, sachant que ces enfants viennent pisser et faire les caca dans l'eau qu'ils boivent les populations de Brazzaville, de Dolisie et de Pointe-Noire. Et lui, il appelle ça la domination. Il y avait un marabout euh, nigérien qui faisait ses incantations nocturnes dans l'eau qu'ils boivent les Brazzavillois. Mais attends, c'est que... Bravo, les dégâts occasionnés au niveau du corps. L'eau, c'est la vie. L'eau entre dans tous les fonctionnements des grandes fonctions de l'organisme. Il connaît des médecins, des biologistes, des physiologistes et tout compagnie. Donc on explique ça. Donc tout est lié. Quand tu mettais de l'eau, ça circule partout dans le corps. Et donc ça va provoquer des maladies par-ci par-là. Donc vous imaginez la sorcellerie. Au Moyen-Âge, c'est fait ça. C'est temps des sorciers. Et s'ils ont transformé ça en Halloween, bon, très bien. Mais tu vois, bon, Halloween devient vraiment de l'humour et tout compagnie. C'est bien, c'est bien. Mais ici, il y avait la sorcellerie. Hein. Ah oui, les gens allaient euh, tuer les uns des autres par-ci par-là par la sorcellerie. Bien entendu, la science n'était pas à ce niveau, la médecine d'ailleurs. On ne savait pas encore la biologie microbienne, que ce soit la virologie, la bactériologie ou la mycologie. Tout ça, c'est venu après, au 19e siècle après. Mais déjà au 18e siècle, il y avait déjà la révolution intellectuelle, les savoirs autres. Bon, ça a commencé à clarifier le débat. Et les gens commençaient à prendre conscience des règles d'hygiène. Mais là-bas, non, c'est pas possible. C'était la sorcellerie. Le deuxième, la deuxième caractéristique du Moyen Âge européen, la sorcellerie. D'ailleurs, quand vous allez en Islande et même en Grande-Bretagne, surtout en Écosse, ils ont des selfies, hein, des selfies, ils ont des selfies, ils ont bon, c'est dans la tête, hein, c'est vrai, ils croient au gris quoi, là-bas, ils croient, c'est ça. Mais c'est ça, c'est là-bas, c'est l'embauché, c'est la vaccination. Et même les militaires, ils vont là-bas, ils vont à Bala, ils vont à Boko, ils vont à Fondo, ils vont à Kakamweka, tout ça, ils croient qu'ils ont des gris-gris. Ils vont chez les Bayaka, ils vont chez les Boumi Taba et tout ça, ou les Kuba, ils voient quoi, les gris-gris. Non, c'est ça. La sorcellerie règne en maître. La troisième caractéristique du Moyen-Âge européen, ce fut tout justement la paresse intellectuelle. Comme j'ai dit que l'ignorance est la pire des souffrances, la paresse intellectuelle. Mais chez nous, c'est pareil. Il règne la paresse intellectuelle. Les émotions, l'appartenance au-dessus de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, la dignité. Les émotions, l'appartenance au-dessus de l'empathie, de l'éthique. L'éthique va avec le droit et la morale. L'émotion et l'appartenance au-dessus de l'intérêt général, au-dessus de l'état, du bien commun. Vous imaginez la paresse intellectuelle. Elle règne en maître en ce moment. Et n'oublions pas, enfin, c'est la quatrième et la dernière caractéristique que j'ai citée ici, c'est tout justement le manque des règles d'hygiène. La science n'était pas évoluée. Vous voyez comment on peut, la nourriture, comment on préparait, on pouvait opérer sans problème, tout comme si, voilà, on dépaissait un animal, ou tout comme on nourrit les animaux, quoi. Non. Et les règles d'hygiène, on a eu la peste, hein, la peste. La peste a semé la mort ici, la peste de choléra et tout compagnie.
Donc on disait que ça, c'est à cause de si quelqu'un meurt là, hein, si quelqu'un meurt là, c'est à cause de, voilà, c'est à cause de, on va trouver des boucs émissaires. C'est que ça. Ou les voisins. Bon, quoi qu'il y avait des voisins qui venaient empoisonner les chats, les animaux des uns et des autres laissés. Bon, donc, vous voyez déjà ça. Tout ça, c'est chez nous, c'est à puissance 10 au Congo. Ça veut dire que nous sommes au Moyen-Âge. Donc, l'inquisition, la sorcellerie, la paresse intellectuelle et le manque des règles du gène. Et chez nous, tout ça fait que les gens meurent comme des mouches. Et donc, nous sommes là encore au Moyen-Âge européen sans le savoir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'insalubrité d'une ville et puis encore d'une capitale, qui soit politique, économique et ou culturelle, nous avons Brazzaville la capitale politique, Pointe-Noire la capitale économique, et toutes les autres villes du Congo sont des capitales culturelles. Il faut regarder quand vous allez dans ces villes-là, ce sont des indicateurs qui mesurent le niveau d'éducation et de la citoyenneté d'une population donnée dans une nation et ou société. En effet, Che Guevara, en son temps, avait pourtant dit ceci, je cite, si dans ton pays, tu n'as pas accès à la santé, à l'éducation, à la justice et à la culture, tu as le droit de te rebeller. Fin de sa citation. Si tu n'as rien, si tu manques de l'eau potable, de l'énergie, de l'éducation, de la santé, de la sécurité, du cadre de vie, le manque des règles d'hygiène et tout compagnie. Mais il y a des gens qui sont là, à la tête de ce pays, qui en abusent des moyens de l'État contre vous. Vous avez le droit de se rebeller. La problématique est existentielle, c'est vital. C'est la vie. Tu vas parler sous quel droit Sassou Nguesso et ses dignitaires, son clan, sa famille et ses enfants peuvent réduire au silence le but de la condition humaine, sociale et existentielle de tout le monde. Les villes poubelles. Quand vous allez à Brazzaville, là, c'est vraiment de la merde. Les déchets partout. C'est de la merde. Et vous laissez faire, ça devient normal. Mais après, Sassou Nguesso, combien d'autres victimes? Et donc, il faut en tenir compte de ça. Che Guevara avait raison. Même d'ailleurs, le défunt Isidore Thomas Sankara, père son âme, il avait dit quoi? L'esclave qui n'est pas capable de se révolter et autres ne peut s'apitoyer sur son sort. Les mandats que les Congolais à l'étranger envoient au pays là-bas, la moitié vont pour, soi-disant pour soigner leurs parents, leurs frères, sœurs et autres rester au pays là-bas dans une médecine qui est du Moyen-Âge. Donc on tourne en rond. En dehors des problématiques de pouvoir d'achat, des bourses, pensions, retraites et salaires ne sont pas payés. Mais c'est quoi? Comment Sassou peut-il réduire au silence l'existence même des Congolais? Et nous sommes là, civils, politiques et militaires, en train de les constater autres. Et lui, il passe son temps. Puisque, voilà. Donc celui qui se révolte, ne se rebelle pas, ne se révolte pas, ne peut pas s'apitoyer sur son sort. Mais il reste les problématiques individuelles. Si tu vas prendre le pouvoir et que tes parents, ta mère, tes soeurs, tes frères, autres, ils sont morts à cause de la politique de ces gens-là. Mais c'est à vous de prendre les responsabilités, de les punir. C'est bon parce que dans toute organisation, lorsqu'il y a un dysfonctionnement, c'est celui qui est à la tête qui en est responsable. La chaîne des responsabilités, les poissons pourrissent toujours par la tête.
Et comme Sassou Nguesso, Anatole Colonel Makosso, le Sénat, l'Assemblée nationale, Godio, et le gouvernement, et tous ceux qui occupent les administrations sensibles, et tout compagnie. C'est toute cette chaîne de responsabilité. C'est comme dans un organisme. Un organisme fonctionne comme un écosystème de corps humain. Demandez les physiologistes. Moi, dans ma tête, comme j'ai étudié ces choses-là, je sais quel est le lien entre le cerveau, le cœur, le rein et tout compagnie. En parlant de le sang, les reins, les poumons, l'estomac, le cœur et tout compagnie. Tout est lié, c'est un écosystème. Même une forêt c'est un écosystème. Les forêts, vous connaissez, hein, vous arrivez dans une forêt, tout est interdépendant. On parle de symbiose, de commensalisme. Des choses là connues des écologistes ou des biologistes qui étudient les sons naturels et l'environnement. Tout est lié. Mais nous avions ce sont des impacts. Si vous laissez faire, et voilà. D'ailleurs, après la Révolution française, de la fin du XVIIIe siècle, Danton, qui fut l'un des révolutionnaires, avait pourtant dit, après le pain, l'éducation est le premier besoin d'un peuple. Mais lorsque vous aviez un despote qui a réduit au silence l'éducation, vous savez que la première richesse d'un pays, ce sont les enfants. Et tous les gouvernements responsables devaient investir sur cette ressource qui, demain, sera aux manettes du pays. Agir comme le fait le despote Denis Sassou Nguesso revient à condamner le pays à la médiocrité pour des générations. La preuve de cette génération Sassou Nguesso, elle est désormais ou depuis des années entraînée, conditionnée et même sous emprise du carmondisme. Quand vous allez arriver dans la ville de Brazzaville aujourd'hui, ça ne vous choque pas. Toutes les missions diplomatiques qui sont au Congo là, quand tu arrives là, un peu le centre-ville, un peu plus propre, on ne sait jamais, puisqu'on a laissé gestion des ordures ménagères et tout ça à une société qui est gérée par le petit-fils du despote et qui a fait couler la société, qu'ils ont volé l'argent, maintenant là, c'est la bien. Mais c'est une responsabilité collective. Si ta maman, tes parents meurent à cause de ces salubrités-là, vous avez les droits de poursuivre c'est une question, hein, dès qu'il y aura le pouvoir. Il faut avoir ça à l'intérieur. Chez les Blancs, c'est ça. C'est pourquoi on ne bannit pas sur le bien commun. Ils tremblent, ils tremblent. Ah oui, si ça ne marche pas, ils tremblent. Parce qu'à tout instant, même sans même passer par l'insurrection, un coup d'État ou élection, mais il y a des gens, parfois, ils viennent dire, ah, c'est toi le maire, c'est toi le... Boum, il est but. C'est comme ça, hein, on ne rigole pas. Parce que c'est un bourreau. Et lui, il est là-bas, non. Regardez bien, il arrive tout au Carmondisme. Ce qui fait que la population, majoritairement des jeunes, sont désormais inertes, impuissants à la dégradation durable de leur environnement. Là, ils devaient vivre, étudier et travailler, si on a du travail. Vous imaginez? Et pourtant, cette insalubrité insupportable des écosystèmes urbains congolais devrait être l'un des facteurs déclenchant de la révolte des peuples congolais. Nous cherchons les dénominateurs communs pour mettre les gens dans la rue, pour qu'on les chasse. On a eu Sassou Nguesso à faire des élections trichées, on ne s'est pas révolté. Il a changé de constitution, on ne s'est pas révolté. Il a emprisonné les Mokoko, comme ça, on ne s'est pas révolté. Il a vendu nos terres à la découpe aux étrangers. On ne s'est pas révolté. Et là, il vient toucher même le socle de notre vécu. C'est-à-dire vivre l'insalubrité des villes. Rien du tout. On est là en bouche. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui va nous motiver? C'est parce que cette insalubrité, parce que Sassou a réduit au silence la jeunesse congolaise. Et nous ne sommes plus capables de se rebeller. Et cette génération et cette génération qui est dans les églises de réveil, qui est dans les débits de boissons dès le matin, qui est dans l'alcoolisme,
et les réseaux des forces centrifuges qui vont prier dans les loges et tout compagnie cherchent vraiment à faire ce qu'on appelle la volonté générale de punir ce peuple-là, commençons par la jeunesse. Donc l'éducation, c'est ça. L'éducation est réduite au silence. On voit bien ce que ça produit. Donc nous vivons à l'échelon de l'éducation, au niveau de l'éducation comme au Moyen Âge. La paresse intellectuelle, c'est-à-dire le niveau d'éducation était bas, où régnaient les sorciers, les inquisiteurs, etc. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe enfin que les salubrités dans nos villes congolaises est un indicateur de la volonté politique d'un régime politique quel qu'il soit dans une nation et ou société donnée. Donc quand vous avez là, le premier indicateur c'était le niveau de civilisation. L'état d'esprit que voilà, on doit vivre heureux tout dans un environnement sain et tout ça. On doit se battre pour ça. Là, deuxième indicateur, on a vu l'éducation et la citoyenneté sont réduits au silence. Sinon, ça cesserait. Les gens seront dans la rue. Et ou un coup d'état militaire salutaire. C'est mort. Et là, le troisième indicateur que j'ai sélectionné, et surtout, c'est la volonté politique. On ne peut rien faire dans une nation et une société donnée sans la volonté politique. Mais lorsque vous aviez un type comme Denis Sassou Nguesso à la tête de votre pays, la suite est logique, puisqu'il n'aime ni ce pays, ni sa population, et encore moins. Vous savez, il passe son temps où à Brazzaville, à Pila, là, même à Brazzaville, au palais, bon, c'est encore un peu le centre-ville, ils sont un peu nettoyés autour de lui. Mais les gens ne voient pas l'environnement général. Comme on dit en matière de développement durable, agir local, penser global. Et donc lui, il pense que dans ce palais de Pila, et quand tu viens au plateau, et c'est propre et c'est tout, et voilà, et après, bon, ben, il repart chez lui à Oyo là-bas, très, très bien. Mais tout autour, c'est un environnement. On doit respirer l'air, en pollution de l'air, il y a des perturbateurs endocriniens qui sont là, qui circulent. Et on a plein de trucs qui sont là. Hein? Donc, la prolifération des maladies génétiques et tout compagnie. Vous avez compris? Et voie métabolique, et vous avez tout ça. Et donc, Sassou Nguesso, c'est quoi que quand il est chez lui à Pila, et qu'est-ce qu'il fait? Il passe tout son temps à Oyo là-bas. Parce qu'au moins, il y a l'air, il y a l'environnement tranquille chez lui là-bas. Et où? À l'étranger. Là, il va jouir de tout ce qui est à l'étranger. Parce que les autres boss, quand ils vont aux Émirats Arabes Unis, ils vont en Europe, ils vont en Asie, ils vont partout, là où les gens ont bossé, tout ça. Mais lui, il va voir les biens, il va visiter. Mais là, chez lui, c'est qu'on dit l'ennemi du noir, chez le noir lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité noire ou africaine qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Sassou Nguesso est un cas d'école. Celui qui ne vous aime pas, il n'a pas la volonté politique d'avancer ce pays et qui va laisser une poudrière surendettée et tout comme ça. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Qu'est-ce qu'on peut encore vous... Nous cherchons les dénominateurs communs pour chercher Sassou Nguesso. Comment on a tout laissé faire? Est-ce que c'est en topologie? Est-ce que le peuple congolais n'est pas courageux? Ça peut être en topologique. Qu'il y a des... Vous ne pouvez pas comparer un mouton à un lion, un buffle à un agneau, et tout compagnie, c'est pas la même génétique. Est-ce que nous sommes là, dans cet écosystème-là, dans cet état d'esprit-là, au niveau des armées hautes? Sinon, ça se serait, on a tout lancé, ça soit lancé plusieurs défis depuis 2015, c'est ça? Les défis contre défis, et là, on ne bouge pas. Mais après, ça sont combien d'autres victimes? C'est ça le problème. Je parle de la volonté politique et que nous vivions la situation des écosystèmes dans nos pays, urbains ou ruraux ou même naturels, c'est vraiment la honte. Oui, on a tout renoncé à notre liberté, dignité et souveraineté de peuple. Mais c'est quoi cette affaire-là? On voit bien ce que ça produit à l'échelle urbaine et combien de fois dans d'autres écosystèmes, dans les concessions forestières,
l'exploitation des mines solides, au paillage et tout compagnie, tout. Non, non, c'est du bazar total. C'est un acharnement. Mais ils ont tout. Et demain, ça soit parti, vous sortez là comme les moutons et les lapins et tout ça, vous venez râler quoi. Mbongue Bima, on a fait ça, on n'avance pas. Quelqu'un qui a détruit ce pays pendant 45 ans. Mais comment vous allez... Attends. Bon, si c'était qu'au niveau des mentalités, ok. On peut mettre l'éducation au bout de 10 ans, 15 ans. Mais là, il a détruit tout. Tout ce qui s'assoit à construire des infrastructures, c'est de la merde. Allez voir le barrage de l'Ouesso. Et là, il cherche quoi? À construire un autre barrage. Tout ce que ça soit, c'est des trucs inachevés, qui ne sont pas adaptés. Refusés, qui posent des pierres par-ci par-là. Il faut poser les pierres. Mais attends, regardez la construction de ces mairies, la municipalisation. Regardez l'état d'esprit de ces, tout ce qui a construit dans la merde. Ne répondent pas à une politique, ni à une volonté politique. Non. Simplement le fait de divertir les gens. Tout ce qui a connu. C'est pas solide. Ça ne tient pas la route. Et nous sommes là. Donc la volonté politique est là. Il en abuse de nous. C'était outraite. Mais pourquoi nous laisser à la tête de notre pays est outraite et qui met en danger tout le monde. Et nous cherchons les dénominateurs communs qui peuvent mettre les populations de la rue. Brazzaville, la poubelle. Brazzaville qui était Brazzaville la verte. Et aujourd'hui, devenu le but, Brazzaville la poubelle. Vous imaginez. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, vous avez là les 3 indicateurs qui prouvent que tant que Sassou Nguesso sera là, les problématiques existentielles de notre vécu ou des enjeux vitaux ne seront pas respectés. Parce que, ici, attends, ici, c'est vraiment méchant ce que ça se fait là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour les survivants à l'hécatombe de la condition humaine et existentielle au Congo, voici ce que les pouvoirs et gouvernements successifs, après Sassou Nguesso, si on peut passer par une transition, bon, il faudra vraiment penser ça. Moi, pour pas aller vivre dans une ville, attends, moi je peux aller vivre dans une ville où, attends, parce que j'ai vu les gens, quand les Congolais, même là, les transitions maintenant, tiers-mondistes, ils disent, ah, Brazza. Mais attends, la ville, il faut voir, c'est un ensemble. La ville part du sol pour les réseaux de canalisation des égouts, de voiries, des télécommunications et aussi voilà, ce qu'on appelle les plans d'occupation des sols, la géodésie et tout compagnie. On construit des trucs comme ça. Attends, c'est pas possible. C'est malheureux, hein. C'est que ça soit comme cela, si, je sais pas. Même chez lui, chez lui, les Oyo là-bas, ils ont construit des trucs enfin, un peu, pas, voilà, les palais, oui, mais si tout est, il n'y a pas, c'est pas quelque chose de structuré, hein, tu vois. C'est vraiment, attends. Donc, vous devez en tenir compte de ces enjeux-là que je vais vous en parler. Dès que ça tombe, et nous devons nous battre pour que nos villes ne soient pas des lieux ou des environnements hostiles à la vie, à l'espérance de vie. C'est terrible. Hein? Je dis, attends, moi je suis quand même depuis les années en France. Bon, j'ai pas eu de... Voilà, l'environnement est sain et tout ça, quand on parle de moustiques, de tout ça, bon, pas grand-chose. On parle de pollution, c'est pas pour les pollutions, voilà. Mais attends, moi je suis nickel, je suis jamais allé à l'hosto depuis que je suis en France. Hein. Bon, j'ai été à l'hosto quand les gens de Sassou Nguesso m'ont brutalisé en 2011. Mais sinon, en dehors de ça, bon, ben, depuis que je suis en France, je suis non, nickel, tout nickel. Parce que je subis ce que je mets dans la bouche et l'environnement et tout, c'est bon. Ça te fait une santé, une hygiène de vie. Regardez bien, attends, c'est pas possible. Donc, dès que Sassou Nguesso va tomber là, vous devez mettre la transition déjà qui va commencer, civile et ou militaire. Il y aura les mesures d'urgence. Assez beaucoup de gens, c'est pas tout le monde, tous les Congolais ne sont pas tiers-mondistes, mentalité, habitude de comportement tiers-mondiste, non. Je vais arriver à Brazzaville avec mes années de transit. Je vais devenir attente. Même les banlieues en Europe, c'est pas ça. Hein. On dit les banlieues, bon, ils sont là. Mais non, c'est pas ça. Les banlieues en France ici, et je serai les centres-villes de Brazzaville. Regardez bien.
Vous imaginez? Donc ça veut dire que c'est bas. Le Congo, Brazzaville, les Brazzaville, tout, donc n'importe quoi, la belle, ça veut rien dire, ça me fait rire. Donc il y aura la première mesure d'urgence. Et donc nous allons déjà responsabiliser ceux qui gèrent tous ces problèmes-là, la Pointe-Noire, Brazzaville et tout ça. Vite fait. Tous ceux qui gèrent la voirie, l'urbanisme, l'habitat, tout ce qui est de... Voilà. Donc au niveau des prestataires et tout compagnie. Donc il faudra voir si c'est... Voilà. Ils ont touché l'argent du peuple, ils l'ont laissé voilà, pourrir comme ça. Bon ben écoutez, la justice doit passer, on les fout en prison. On les fout en prison et on cherche ces nouveaux prestataires et avec un cahier de charge. Qui sera, voilà. Parce que même nettoyer la ville de Pointe-Noire, Brazzaville, il faut intégrer la dimension d'urbanisme et l'habitat. Comment vous allez nettoyer les déchets dans des endroits comme comme les favelas? Même les favelas au Brésil, bon, sont quand même nettoyés, ils sont bien. Mais là, c'est pire que les favelas. Donc, vous voyez déjà, ça, c'est malheureux. Donc, il faudra tenir compte de l'urbanisme et l'habitat pour nettoyer et collecter les déchets autres. Maintenant, où est-ce que vous allez les déposer et autres? Sachant que ces déchets-là créent beaucoup de soucis. Je vous rappelle que j'ai fait un des DSS, Environnement, Développement Durable, avec la l'ADEME. Mon thème, c'était les déchets ménagers et assimilés en Île-de-France, qui touchent la collecte du traitement et tous les centres de décharge, hein, que ce soit... Il y a des niveaux, hein, niveau C1, C2, C3, hein. Donc ça va jusqu'au déchet nucléaire. Bon, bref. Bon, donc on connaît ça. Je l'ai fait ça. Je l'ai fait ça. J'ai eu un bac plus 5 comme ça. Et donc voilà. Et donc voilà. Donc ce jour-là, vous voyez déjà ça. La matière église à l'étranger et tout compagnie. Voilà. Donc l'urgence, c'est déjà que au Congo, la presse a sous 3, 4, 5 mois, un an, on dit qu'il commence à faire bien. Il y a quelque chose qui s'est passé, c'est-à-dire au terme de la propriété. C'est ça la propriété. Il vaut, voilà, la propriété. C'est-à-dire, voilà. Maintenant, le problème, c'est pas collecter les déchets qui s'accumulent, voilà. Bon, mais il faut maintenant voir tout ce qui est durable. Donc, les gens vont arriver, bon, là où ils allaient jeter ces poubelles-là, hein, quelque part, bon, je ne sais pas où, est-ce qu'il y a un cadre juridique, il y a rien, il y a rien. Ils prennent comme ça, on va jeter quelque part, voilà. Comme au Moyen-Âge. On est bien d'accord? Bon, encore, au Moyen-Âge, on ne jetait pas ça comme ça. Bon, bien entendu, on jetait ça comme ça au Moyen-Âge, en France ici. Mais après, arrivaient les politiques des déchets, hein, qui arrivaient dès le 18e siècle, le 19e siècle et tout aujourd'hui. Voir l'histoire des déchets ici en France, ce livre-là qui a été écrit par M. Jean-Jacques Vigneron, j'avais donné ça à un Congolais là. C'était un document qui j'avais servi pour mon DSS. J'avais donné à un Congolais qui était parti au pays, je ne sais pas comment son nom, on s'est rencontré quelque part au salon de l'environnement à Polytech Lyon en 1996. Et j'avais donné ce bouquet-là à lui, je ne sais pas que c'est, si on vit ou pas on vit, bon, c'était bien, hein, les statuts du déchet. Donc, à partir de là, nous devons penser aux mesures durables dont l'enjeu reste toujours. Le Congo doit être un pays où il fait bon vivre, étudier, travailler et visiter. Quand les gens viennent, c'est la valeur ajoutée, ça attire du tourisme. Les gens viennent à Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, Mouyenzi, Ouesso, Epina, Fondo, Mbomo, tout c'est nickel. Voilà, on veut avoir ça. Mais il faut des politiques. Donc il faut déjà que nous commencions à étudier déjà les cycles de vie de nos déchets. Import, export, pollueur, payeur, on va faire tout ça. Il faut vraiment un cadre. Il faut vraiment, c'est quelque chose qu'il faut passer par l'audit, il faut passer par plein de choses. Après, il faut mettre des outils d'aide à la décision. Les experts, ils sont là, ils peuvent mettre des documents qui vont être amenés à mettre en place des politiques des déchets au Congo, hein, dans le cadre juridique et aussi de tout ce qui est partenariat État-privé, etc. Je vous rappelle que l'enjeu est que lui, il fait bon vivre,
étudier et travailler au Congo quand on passe par-ci par-là. Vous ne pouvez pas jeter les déchets comme ça. Non, non. Donc, il faut aussi les problématiques de plastique et tout compagnie. Donc, il faut que ça soit nickel. Et donc, la réduction à la source et aussi polluer payer, tout ce qui va faire pendant la transition des 5 ans ensemble. Et après, au-delà de la transition, vous le saviez que l'enjeu de demain, c'est les institutions nouvelles. Et donc, trois régions semi-autonomes, la région Congo, la province Congo, Teke et Ngala. Donc, les régions semi-autonomes, donc chacun pourra mettre la politique de la gestion de la propriété de ses villes et autres et de son environnement à l'échelle locale, mais intégrée à une politique nationale de l'environnement qui concerne nos écosystèmes et qui soit urbains, naturels et autres. Vous voyez, dans tout ça, c'est pas compliqué. Les choses sont là. C'est seulement la volonté politique. C'est pas compliqué. Mais ce sont des programmes qui vont demander du temps. L'enjeu que j'arrive chez moi, c'est propre. Moi, je veux voir ça. Quand je regarde les villes de Brazzaville, les vidéos, il n'y a que là où les Blancs ont construit. C'est là. Mais le reste, pour qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Arrêtez. Et puis en face, quoi, Kinshasa, oh là là là, Kinshasa. Oh, c'est mort. Hein. Et donc, il faudra mettre le programme d'urgence pour nettoyer ça. Et trouver, voilà. Et après, passer à étudier les cycles de vie des déchets au Congo. Import, export, ceux qui polluent, ceux qui et tout compagnie. Voilà, toute cette politique-là. Pollueur, payeur, responsabilité citoyenne et tout compagnie. Vous avez tout compris? Donc il faut vraiment, au-delà, bon, des institutions nouvelles qui vont faire trois régions justement, il y aura compétition interrégionale, que bon, ben, les pays, telles régions gèrent mieux ces écosystèmes. Par exemple, les régions du Nord, je parle de la cuvette, la Sangha, la Likwala. Bon, notre politique là-bas, si c'est une région semi-autonome, sera basée sur l'environnement. C'est-à-dire, nous aurons des écosystèmes, tout ce qui est développement durable, c'est-à-dire protéger ces écosystèmes-là. Nous avons l'eau, les forêts et tout compagnie. Donc, mettre une politique que le Congo, dans notre pays, va devenir comme les pays scandinaves, qu'on voit comme aux Pays-Bas, comme on voit point. Donc, on va mettre une politique durable d'écosystèmes. Parce qu'il y a les enjeux des changements climatiques et autres. Il faudra que quand on arrive à Moshaka, qui sera déplacé vers... Hein, et tous les trucs là-bas, bon, donc il y a l'Ironga, et Lukulela, Fondo, Wesso, tout. Bon, donc tous ces trucs du nord là. Ça va aussi dans le sud, dans les Congo, depuis le Poul, en passant par la Banja, le Nyari et le Kumu. Donc on va mettre l'interaction entre les développements tertiaires et aussi protection environnement écosystème. Parce que demain, les gens voudront aller là où il fait bon vivre. Ah oui, là-bas c'est bien. Mais c'est là. Quand j'ai eu un copain qui est allé en Suisse, ah oui, c'est joli là-bas. Non, mais c'est pas que c'est joli parce que c'est le cerveau qui réfléchit. Il y a une volonté politique, il y a l'éducation, il y a le patriotisme, il y a beaucoup de choses. Donc c'est une implication. Donc au lieu de parler pour parler. Donc pour terminer, je vous dis que, bon, ben, en ce qui concerne l'eau potable, nous aurons 5 défis après saison de ça que les gens doivent penser parce que l'eau c'est la vie et l'eau les enjeux de l'eau vont être vraiment très problématiques pour le continent et surtout à l'échelle planétaire parce qu'il y aura des zones de tension, des guerres et autres. Mais on va passer 5 enjeux, 5 défis. Le premier défi sera déjà politique. Comment trouver les partenariats entre public et privé pour que les enjeux de l'eau au Congo soient vraiment nickel. Et pourtant, on a le bassin le plus arrosé du continent. Donc, vous imaginez. Donc, politique et autres, on a les politiques qu'on va mettre en place. Deuxième défi, c'est la santé publique. C'est pas aller construire des puits par-ci, par-là, et donc avec les métaux lourds, avec plein. Non, non, c'est pas ça. Donc il faudra penser à la politique publique, la santé publique. Que l'eau, c'est d'abord la santé publique. Il faut que les Congolais puissent boire l'eau potable. Donc il faut maintenant voir comment on va les financer, comment on va les traiter, comment voilà. Là, on rentre au troisième défi, c'est-à-dire le défi écologique.
Donc, il faudra mettre des bassins et protéger les bassins ou des bassins versants ou toute l'expertise au niveau des sources de nappes. Voilà. Parce que, écoutez, si vous avez une source d'eau, je vais par exemple à Makwa là-bas, à l'équateur, hein, passe l'équateur chez moi, on allait prendre de l'eau à Lobby. Mais sauf que, à l'époque, hein, c'est ça, voilà. À l'époque, Lobby, hein, c'est entre là, voilà, voilà, on connaît Lobby. Et donc, l'eau est là, on prend l'eau là. On prend l'eau là. L'eau, la source est là. Est là. Est là. Mais là, en haut, là, ils avaient créé le projet Manioc. Le projet Manioc était là quelque part. C'était des champs de manioc et tout, tout. Projet Manioc. Mais ils mettaient des engrais. Et c'était engrais. Mais regardez, en géologie, ça rentre là, donc les gens buvaient l'eau polluée. Donc protéger tout ce qui est en amont, partout dans tout le Congo, il y a des sources et autres, et les nappes, voilà. C'est ça. Ça réduit de façon considérable ou vraiment importante les solutions de traitement de l'eau. Quand vous avez une rivière qui est propre, qui est ceci, il faut protéger la source, la rivière, là, tout, pour que quand on va prendre de l'eau, ça ne coûte pas cher à traiter. Parce que traiter de l'eau potable, c'est trop cher, c'est lourd. C'est des traitements qui sont lourds. Et donc, il faut vraiment protéger ça, mettre une politique nationale qui sera d'abord régionale. Hein, si on a trois régions chez nous autonomes, les régions les plus, voilà, les plus écologiques et tout compagnie, c'est vraiment nickel. Mais il faut une politique nationale pour protéger les sources, là où on va pouvoir capter l'eau. Pour que les traitements ne soient pas lourds. Pour donner l'eau aux habitants, aux populations et autres. Donc, les enjeux de vie écologique vont être au cœur de la transition et des enjeux de la prestation des soins. Parce que là, il faudra que les gens boivent bien de l'eau. L'eau, c'est la première médecine. Et voilà, donc vous avez compris. Et donc, le quatrième défi sur 5, c'est le défi, bien entendu, commercial. Donc, il faut voir les partenariats pour vendre l'eau. Hein. L'eau, demain, nous pourrons avoir la chose de vente de production si on préserve nos sources d'eau, que ce soit dans le Mayombe, hein, que ce soit dans le Chahut, massif du Chahut, en allant vers la cuvette ouest et ou la Sangha. Et ça, c'est voilà, des choses comme ça. Donc, on protège ça. Donc, il faut qu'il y ait une politique d'expertise des sources, des nappes phréatiques, parce que nous sommes un bassin, des bassins les plus arrosés du continent. Donc, l'eau ne manque pas, l'eau est à gogo. Donc, nous devons travailler ça pour que nous mettons tout nécessaire. Enfin, le cinquième et dernier défi, c'est le défi géopolitique. Vous avez vu qu'on voulait transvaser l'eau de Lubangui-Chari vers le lac Tchad. Ce sont des problématiques parce que nous, Lubangui-Chari, bon, Lubangui nourrit le fleuve Congo. Donc il y a des enjeux là qui touchent les pays qui sont concernés par le fleuve Congo et le Bangui, dont le Sud-Soudan, le Centrafrique, la RDC et notre pays et l'Angola. Et donc tout ça, ce sont des politiques sous-régionales de gestion des écosystèmes et nous devons être les tempos. C'est pour cela que nous devons commencer par l'éducation, former bien les Congolais et donner d'autres nouveaux fonds de formation qui vont de collège, lycée et université. Et donc là, et mettre en place des bureaux d'études, développement, des bureaux de recherche, développement. On se concerne les écosystèmes. Donc il faudra réformer les nouvelles universités, construire des nouvelles universités. Et les centres de recherche et développement et tout compagnie. C'est toute une politique. Et nous allons être un état d'esprit pour que la matière grise, quand tu arrives, nous allons mettre là pour que toute la matière grise qui est stockée à l'étranger, qui a des espérances, tout, quand tu rentres voilà, si on construit l'université de Wesso, donc il faudrait construire des villes autour, une petite ville où il y a toutes les matières grises du pays ou qui sont à l'étranger qui vont vivre là-bas. C'est comme un nomadland pour attirer la matière grise. C'est-à-dire, si on veut construire une université à Wesso, et il faudra qu'il trouve autour de Wesso un endroit où ils sont comme en Suisse, nickel, comme à Paris, tout. Pas comme à Paris, moi.
Mais ils ont tout, c'est comme une ville, hein, comme aux Pays-Bas ou autre. Bon, voilà, si c'est à Pointe-Noire, on va trouver un endroit autour de Pointe-Noire pour que ces matières grises-là puissent être dans un écosystème bien. Ils vont travailler à Pointe-Noire ou rénover les défis. Voilà. Donc, on va trouver ça partout. Donc, mettre ces centres de recherche et développement et c'est construire ça. Donc, la priorité, par exemple, les premières années, on peut dire sur 1 milliard de dollars, on va mettre 1 milliard de dollars pour construire ces différentes unités-là dans tout le pays. Là où les matières grises vont avec les enfants et tout compagnie sont vraiment bien là pour développer le pays. Donc c'est une politique d'incitation au retour du pays avec tous les défis parce que ça ne sert à rien de se toquer à l'étranger, mais c'est vrai, c'est vrai. Mais tu sais, bon, vaut mieux avoir un petit chez soi que un grand chez les autres, quoi. Et donc, il faudra mettre toute cette politique-là qui est là, qui est là. Donc, nous allons passer par la transition politique, c'est-à-dire civile et militaire, pour que nous mettions ensemble tous ces feuilles de route. Là, je vous ai parlé de feuilles de route dans la transition, priorité, hein, les instances de transition qui à la place qu'il faut, de le dossier rwandais, parce que nous avions le verre dans le fouillis là, une tribu qui a passé à tuer 1 million de personnes en 3 mois, sauf que nous avions des criminels qui sont chez nous. Les Rwandais sont maintenant une tribu vassale qui devient comme des terroristes comme ça. Il faut faire attention. Donc nous allons rompre d'abord ces relations-là et après quand il y aura des vrais Congolais qui seront à la tête, non, on va rétablir les relations-là. Maintenant après avoir traité tous ces problèmes de cessation de nos terres et tout compagnie. Ok, très bien. Après on passe toi aux états généraux de la nation et des audits de l'État, avec tous ces problèmes des déchets ménagers, les problèmes des biens mal acquis, les problèmes des concessions minières et forestières, et tout acquis, dégager les ressources internes et aussi confisquer, et plein de choses, et donner à d'autres partenaires, et tout compagnie, juste ça, à ce qu'on puisse apporter de la valeur ajoutée déjà au niveau national. Et quatrièmement, il y a les commissions vérité et réconciliation, réparation et tout compagnie. Ça, c'est, voilà, pour penser demain. On ne peut pas aller demain sans penser ce qui s'est passé. On ne va pas lâcher les crimes des stations. Par contre, ceux qui viennent donner, ah oui, mais je suis pas là pour tuer, pour faire ça. Non, on ne peut pas gérer les contentieux là comme ça. Personne ne peut prendre les responsabilités de dire, ah oui, il n'y aura pas vengeance, il n'y aura pas règlement de compte. Non, ils ont tué des gens. Ils ont détruit tout le monde. Donc, il faut un cadre. S'il n'y a pas de cadre, personne ne peut dire, ah oui, mais les autres, non, 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 ça ne passe pas. Vous ne connaissez pas ce que les autres ont subi. Donc il faut un cadre. Le cadre là passe par la commission vérité et réconciliation pour mettre tout ça ensemble pour que, voilà. S'il n'y a pas ça, on laisse la voie ouverte à ceux ou celles qui seront demain au pouvoir, qui vont régler les comptes avec les anciens bourreaux, les anciens bourreaux. Et donc il faut faire attention. Et puis, cinquièmement, je vous ai parlé des institutions nouvelles, hein, Régis Montemin, avec toutes ces problématiques de ce que je viens de parler. Hein. Donc, likez, partagez, et pour ceux qui peuvent soutenir la résistance, vous trouvez tout le lien en bas. Ça ne vaut pas grand-chose, mais c'est qu'on prend ce temps-là pour vous donner la vraie information, alors que vous allez écouter les chaînes de télévision ou des trucs qui ne nous concernent pas, mais eux au moins ils sont financés, mais nous, entre nous, c'est vous. Donc on vous prend sur le temps, c'est pour l'intérêt général. Donc quand vous êtes en Europe, en Occident, on se trouve là, ah tiens, bon, j'ajoute ça, j'ai fait la contribution à la lutte. Donc, mais nous cherchons les détonateurs, nous cherchons ce qui peut être déclenchant pour dégager sa solution. Parce que la coupe est pleine. 45 ans de sa source, ça a souffert. On ne peut plus, la population n'en peut plus. Mais qu'est-ce qui bloque? Nous cherchons ça pour que nous puissions mettre ensemble tous les processus de sa dégage. À bientôt. Bon vos au peuple congolais. Merci.